moyen à cette fin, donc d'exacerber la concurrence, sera de dynamiser la concurrence internationale. Cette concurrence internationale, elle opérait déjà auparavant, mais elle opérait par des moyens relativement limités, qui étaient le commerce international, qui était aussi l'importation de main-d'œuvre étrangère, notamment en provenance des anciennes colonies, pour les pays à tradition coloniale comme la France. Et on va dire, alors on va élargir ces moyens-là. Par exemple, la libéralisation du commerce a eu notamment cette fonction, mais on va y adjoindre de nouveaux moyens en libéralisant le mouvement du capital plus largement. Évidemment, ça va être la libéralisation des investissements et ça va être aussi tout le processus de redéploiement industriel, c'est-à-dire la spatialisation des différents segments des processus de production sur les différentes formations hiérarchisées depuis le centre jusqu'à la périphérie. C'est-à-dire ce sera ce qu'on appelle couramment les délocalisations vers l'Est, dès lors que le mur de Berlin sera chu, vers la périphérie proche, l'Afrique du Nord, la périphérie plus lointaine, l'Asie. Ça sera enfin, toujours dans la même fin, l'individualisation accrue du rapport salarial. Il s'agit par exemple de faire prévaloir autant que possible le contrat de travail individuel sur la convention collective, faire prévaloir la convention collective sur la loi, toute chose qui avait fonctionné à la période fordiste, mais qui fonctionnera ici à l'envers, puisque on passera d'une logique du mieux-disant à une logique du moins-disant. On voit actuellement avec le dernier accord qui a été conclu il y a quelques semaines combien cela fonctionne. Les résultats ne se sont pas fait attendre, ils sont d'ailleurs assez spectaculaires lorsque on les observe en l'espace d'une décennie, quelquefois de moins d'une décennie, dans le cours des années 80, début des années 90, en un renversement complet de la situation, puisque le taux de profit se redresse, mais moyennant évidemment une amputation de la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'ordre de 8 à 10 points selon les formations observées, mais la tendance est générale à l'intérieur des formations centrales. Bien. Depuis lors, on est dans ce régime-là qui n'est pas sans poser toute une série de problèmes dont je ne ferai que pointer l'un et je ne développerai pas. C'est évidemment le capital, quelque part, semble être sorti de la crise dès la fin des années 80, début des années 90, puisqu'il a rétabli sa profitabilité, mais moyennant un étranglement des salaires, qui va signifier à terme un étranglement de la demande, et ça explique le côté tout à fait chaotique de l'accumulation depuis une vingtaine d'années, qui se brise régulièrement sur cette mur qu'est l'insuffisance de la demande, avec des phénomènes de gonflement de la spéculation, mais je ne peux pas davantage détailler ces points. Il me fallait répéter cela pour qu'on ait bien en vue ce qu'il s'agit de légitimer pour le discours qui va accompagner, qui a accompagné pendant tout ce temps-là, et qui va encore accompagner dans les 20-25 ans qui suivent, les politiques néolibérales en question. Il s'agit de justifier le chômage de masse, le développement de la précarité, l'austérité salariale, par conséquent l'accroissement exponentiel des inégalités sur tous les plans, la paupérisation relative, mais aussi la paupérisation absolue de certaines couches de la population, le plongée de celle-ci dans la pauvreté, quelquefois la misère, l'exclusion socio-économique. Un spectacle de désolation sociale. Et c'est ce spectacle-là qu'il va falloir enjoliver, qu'il va falloir fleurir, qu'il va falloir agrémenter de petits champs d'oiseaux et parsemer de petites fleurs pour que ceux qui s'y trouvent plongés oublient les misères du temps. Alors comment ce discours d'accompagnement, le discours néolibéral, s'y prend-il pour parvenir à cette fin? On peut scruter ce discours sous deux angles très grossièrement, sa forme et son fond, sa forme et son contenu. Sa forme. C'est un discours qui est assez singulier et j'ai essayé de comprendre
enfin, comment il fonctionne? Il fonctionne comme la plupart des discours idéologiques. On y retrouve des procédures d'idéologisation des rapports sociaux tout à fait classiques, la naturalisation, l'éternisation, l'occultation, etc., etc. Mais il y a en même temps des dimensions tout à fait spécifiques et assez novatrices, du moins dans l'ordre du discours libéral, puisque le discours néolibéral n'est jamais qu'un discours libéral classique radicalisé sous cet angle. Et en me penchant sur ce discours, j'ai cru y reconnaître une forme de novlangue. Alors, le terme de novlangue, je l'emprunte à George Orwell, qui en fait usage dans son roman de politique fiction, 1984. Pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, je suppose que la plupart d'entre vous. Pour les autres, en gros, l'action se situe dans une uchronie qui n'est pas, enfin, qui n'est pas précisée, mais on est dans un monde d'après une seconde guerre mondiale, une troisième peut-être, ou alors, en tout cas, et la planète est partagée entre trois puissances planétaires, en gros un bloc occidental, atlantique, un bloc asiatique, assez mal défini, et un bloc est-européen, pas très bien défini non plus. L'action se déroule plus précisément dans le bloc atlantique, que Orwell appelle Océania, et est au pouvoir un parti unique dans ce bloc qui a des formes proto-fascistes, proto-staliniennes à la fois, ce qui n'est pas bien fait et ce qui n'est pas très important. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Orwell s'amuse à pointer les effets de contrôle social liés à une certaine perversion de la langue, qu'il appelle la novlangue, c'est-à-dire la mise au point, la diffusion et l'imposition des forces par ce régime de parti unique, ce régime totalitaire, si on veut dire, d'une langue particulière qui s'appelle une novlangue. Et cette novlangue, bon, il n'en donne pas la clé, mais il la fait fonctionner d'une certaine façon, et quand on regarde la manière dont elle fonctionne, on peut y repérer deux procédures assez systématiques que l'on va retrouver à l'œuvre dans le discours néolibéral. Première procédure, c'est une procédure d'inversion du sens. Ça consiste, chaque fois qu'on utilise un terme, de l'utiliser, pourrait-on dire, en introduisant, en contrôlant dans son terme son contraire. C'est-à-dire de donner un terme comme étant synonyme de son contraire. Je l'appelle l'inversion du sens. Et Orwell en donne quelques exemples célèbres qui sont passés dans la postérité, n'est-ce pas, parmi les slogans du parti au pouvoir au et dire, sont la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Le discours néolibéral utilise des procédés de ce genre-là. Je les ai pointés, alors je me réfère ici à l'ouvrage que j'ai publié il y a quelques années, 2007, édition page 2, sous le terme de la novlangue néolibérale. Je le montre sur une quinzaine de termes qui sont les signifiants les plus majeurs de ce discours, et je vais le montrer sur la quasi-totalité d'entre eux. Je prendrai ici simplement deux exemples. Le terme d'égalité. La pensée libérale est soucieuse de l'égalité. La pensée néolibérale ne l'est pas moins. Quand on regarde de près ce que l'on entend par égalité dans cette tradition libérale, on se rend compte que la seule chose qui préoccupe cette pensée, sa seule forme d'égalité qu'elle reconnaisse en quelque sorte, c'est l'égalité juridique et civique, l'égalité face au droit et face à la loi. En quelque sorte, l'égalité est assurée pour cette pensée dès lors que nul ne dispose de privilèges, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire nul ne peut se prévaloir d'une loi privée qui permettrait de faire exception à la loi publique. Tout le monde est soumis à la même loi et aux mêmes droits. Que cette égalité est pour condition
certains sont contents de dire pour conséquence. Mais même certains iront jusqu'à dire pour condition l'existence d'inégalités réelles criardes en termes d'accès, de partage évidemment, de l'avoir, de la richesse sociale, du pouvoir, de la puissance sociale, du savoir, des richesses symboliques, ne dérange pas du tout cette pensée et lui fait dire en définitive que la condition même du respect de l'égalité formelle, c'est l'inégalité. Autrement dit, l'égalité, c'est l'inégalité pour cette pensée. Deuxième exemple, l'usage du mot réforme. Toutes les transformations institutionnelles, sociales, initiées par les politiques néolibérales, l'ont été en les présentant comme des réformes. Les termes de réforme, sans vouloir remonter jusqu'à la réforme luthérienne et calviniste, n'est-ce pas, le terme de réforme est un terme qui a eu un sens pendant des décennies à l'intérieur de la tradition social-démocrate, dans laquelle le mot réforme, passons au débat entre réforme et révolution, le terme réforme signifie en tout cas l'établissement d'un ensemble de dispositions institutionnelles qui permettaient l'amélioration du rapport de force entre capital et travail au bénéfice de ce dernier. Les sociodémocrates se voulaient réformistes en tant qu'ils prétendaient que justement, à travers l'institution d'un certain nombre de ces réformes, on avancerait graduellement vers l'établissement du socialisme. Ici, au contraire, le mot réforme est utilisé exactement dans le sens inverse, puisqu'il s'agit en quelque sorte, à travers la réforme, d'une littérale contre-réforme qui consiste à défaire systématiquement tout ce que, par exemple, dans le cadre du compromis formel, avait été institué sous la figure de l'État-providence. Donc la réforme, c'est la contre-réforme. On est vraiment, pourrait-on dire, dans un mode de fonctionnement ici qui rappelle ce qu'en disait Orwell. La deuxième procédure, complémentaire et contraire, enfin opposée et complémentaire, donc contraire uniquement de la précédente, qu'utilise la Novlangue chez Orwell et qu'on va retrouver dans les discours néolibérales, c'est ce que j'appellerais l'oblitération de sens. Ici, il ne s'agit plus, en quelque sorte, en contrebande, de se servir d'un terme pour en faire passer un autre, au contraire, de se servir en quelque sorte d'un mot comme véhicule d'un sens contraire au sien, d'un sens contraire au sien propre. Il s'agit au contraire d'utiliser un mot pour faire obstacle et écran à l'usage d'un autre mot. En quelque sorte, il s'agit non pas d'obliger insidieusement à penser d'une certaine façon, de penser en termes d'inégalité alors qu'on en parle d'égalité, de penser en termes de contre-réforme alors qu'on parle de réforme, mais de rendre impossible de penser dans certains termes. Là aussi, les exemples sont multiples, je n'en prendrai que deux très rapidement. Capital humain. Il a été beaucoup question, il est beaucoup question dans la pensée néolibérale du capital humain, concept mis au point aux États-Unis par un économiste et sociologue, Gary Becker. Le capital humain serait la totalité des facultés à notre disposition sur tous les plans, physiques, esthétiques, intellectuels, artistiques, etc., dont nous serions dotés et qui nous permettraient et qui nous obligerait en même temps à faire effort pour défendre ce capital sur le marché, le valoriser, etc. Et il est évident que ce terme de capital fait directement obstacle à ce que dans la tradition marxiste on entend par force de travail. La force de travail, c'est, tel que Marx l'entend, c'est... Bon, je ferai grâce de supposer que vous fassiez la confusion assez courante, malheureusement encore, qui consiste à prendre force dans son sens le plus restreint de la force physique, hein, c'est chez Marx, c'est la Fähigkeit, la capacité, l'Arbeitsvermögen, il dit, la puissance de travail, dans laquelle la dimension physique peut éventuellement être totalement absente, puisqu'aussi bien la capacité intellectuelle, la capacité morale, la capacité d'imagination symbolique, la capacité de goût esthétique, etc., fait intégralement partie de cette force de travail.
substituer capital humain à force de travail, ça n'a l'air de rien, ben, sauf que ça rend totalement incompréhensible, bien évidemment, le processus de l'exploitation. Car si je me présente face à quelqu'un qui m'achète mon capital humain, il le fait comme tel. Toute la démarche de Marx consistait à montrer que lorsque quelqu'un m'achète par force de travail, ben, il achète une capacité dont il va bien s'agir pour lui de lui faire rendre bien plus que on ne peut imaginer qu'elle puisse rendre, et en tout cas bien plus que la valeur à laquelle il l'a payée. Car le propre d'une puissance, c'est de n'être pas en acte, et ce qu'elle va produire en acte va dépendre des conditions dans lesquelles elle va opérer en tant que puissance, comme pourrait dire Aristote. Donc capital humain, c'est directement pour faire obstacle à force de travail. Deuxième exemple, qui vous parlera peut-être davantage, parce que celui-là est tellement répété, hein, qu'il sature les oreilles. On a tout intérêt tous les matins à se nettoyer les oreilles de la veille, parce qu'on va en recevoir en trop de temps. La dette publique. Que n'entend-on pas sur la dette publique? Que nous ne ratebâche-t-on pas les oreilles sur la dette publique? En oubliant le contraire de la dette. Car s'il y a dette publique, c'est qu'il y a crédit public. S'il y a des endettés, c'est qu'il y a des endetteurs. Non? Il faut être au moins deux pour s'endetter. D'accord? Je ne peux pas m'endetter seul. Hein? Pour m'endetter, il faut que je trouve quelqu'un qui soit prêt à me faire crédit, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire m'avancer l'argent qui me fait défaut pour X raison, qu'il a lui à disposition, parce qu'il me croit capable de le rembourser à temps, ça va durer dans le temps, moyennant pendant ce temps-là crédit, et évidemment parce que je lui offre en principe un certain nombre de garanties, de gardes. Donc, s'il y a endettement public, c'est qu'il y a crédit public. C'est qu'il y a des gens qui disposent de suffisamment de réserves monétaires pour n'avoir pas d'usage plus intéressant ou intéressé de ces réserves monétaires que de les prêter à l'État. Donc, ce sont des gens qui ont des revenus suffisamment importants pour faire face à tous leurs besoins, suffisamment importants même pour qu'au-delà de leurs besoins, ils peuvent même se constituer une réserve, et qu'en surcroît de tout cela, il leur reste encore de l'argent dont ils savent décidément rien d'autre que faire que de le prêter à l'État. À partir de la question, pourquoi ne leur prend-on pas d'argent sous forme d'un impôt? On ne les aurait pas. Je l'ai dit. Leurs revenus sont considérables, leur épargne n'est pas moins, et c'est le surcroît de ce revenu et d'épargne qu'ils prêtent à l'État. Parfois, il me semble que l'article 16 de la Déclaration universelle, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur les 89, quand on parle du 16 pas dispose que tous les sociétés du bien public, une contribution légitime doit être imposée, et que chacun y sera soumis, les termes assez idéographiques, à la hauteur de ses facultés contributives. Il manifeste que les facultés contributives de ces individus-là leur permettraient de pouvoir fonctionner cet argent qu'ils prêtent à l'État sous forme d'impôt, sans qu'on les aide particulièrement. Vous voyez bien comment il est utile de parler de dette pour masquer le crédit, parce que dès lors qu'on parle de crédit, on tombe sur des considérations qui sont rien moins qu'intéressantes pour les gens qui prêtent de l'argent à l'État. Parce qu'on peut facilement démontrer de cette manière-là qu'on serait en capacité et en droit de demander à ces gens-là d'acquitter un impôt qui éviterait à l'État de s'endetter. Donc, si on parle tant de la dette publique, c'est pour éviter de parler du crédit public. Alors on dirait ces gens-là, ils n'existent pas, parce que l'État ne fait pas la manche au coin de la rue, en disant à votre bon cœur, messieurs, dames, qui est-ce qui veut mettre un peu de bol comme pas? Non. Évidemment, les créditeurs, les créanciers de l'État, ce sont des banques, ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des fonds de pension, etc. Mais derrière ces gens-là, les clients de ces banques, les clients de ces compagnies d'assurance,
les investisseurs dans ces fonds de pension? Ce sont ces gens dont je viens de vous parler, qui sont en situation d'avoir en quelque sorte des surcapacités d'investissement et de dépenses, en l'occurrence d'avance, au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien de leurs besoins ordinaires, satisfaction de leurs besoins ordinaires et la constitution de réseau. Donc, il y a, je résume mon propos, il y a manifestement des effets très particuliers à la fois d'occultation, d'illusion, pour le moins, et de tromperie sciente dans la forme du discours néolibéral articulé, peut-on dire, à ces deux procédures qui sont l'inversion de sens et l'obligation de sens. Évidemment, ça ne suffirait pas à expliquer l'emprise du discours néolibéral, il faut plonger